C'est le démarrage d'une web-série dédiée aux objectifs de développement durable. Et donc la Fondation, tous les 2 mois, va produire une émission de ce type d'1h30, à chaque fois sur un thème précis et, comme vous allez l'entendre et le voir ce matin, avec des interventions de partenaires associatifs, de fondations, bref, de femmes et d'hommes du terrain pour illustrer ces objectifs de développement durable. De vous accueillir et d'accueillir maintenant toute, je dirais, la communauté de la Fondation, bien sûr les administratrices, les administrateurs de la Fondation, mais aussi celles et ceux qui assument le rôle de correspondants, à nouveau sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure, les salariés évidemment d'AG2R La Mondiale et tous nos amis partenaires. Alors bien sûr, tout ceci s'inscrit dans une volonté de la Fondation à la fois d'aider les associations de faire face aux difficultés actuelles. Et vous savez les dispositions qu'a prises de manière exceptionnelle notre Fondation ces mois derniers pour aider, contribuer à aider les associations à franchir ce cap qui s'allonge et qui est difficile, mais aussi de s'inscrire donc dans la durée aussi. Évidemment, on a le nez un peu collé sur le guidon, pardon, aujourd'hui, mais on n'oublie pas nos objectifs communs pour que tout le monde tienne debout et soit acteur, autonome, animateur, engagé sur les thèmes que je ne rappelle pas là à l'instant parce que vous les connaissez maintenant par cœur. Donc, ce premier numéro, en guise de clin d'œil à l'initiative de l'équipe, puisque le salon d'agriculture n'a pas lieu, a été intitulé « L'agriculture au salon », ce qui ne veut pas dire qu'on est enfermé entre quatre murs, bien au contraire. Voilà, c'est un moment donc d'information autant que d'échange. Merci encore une fois à toutes et à tous de votre présence et aujourd'hui, mais aussi des liens que nous avons su, que vous avez su tisser avec nous, que nous avons su tisser avec vous ensemble depuis des années ou des mois suivant les cas, et nous aurons fort à faire ensemble dans les mois qui viennent et je me réjouis encore une fois qu'on le fasse ensemble. Merci. Donc nous avons 4 invités ce matin, Vincent Jeannot pour Terre de Liens, Clotilde Bateau pour l'association Sol, Arnaud Mispollet pour le paysan urbain, et en conclusion, nous aurons un grand témoin, Philippe Mayol, délégué général de la Fondation Terre Solidaire. Alors, je vais vous dire en 3 mots comment nous allons procéder. L'idée est, pour la première édition de notre web-série, le petit journal illustré des ODD, nous commençons par l'agriculture et l'alimentaire durable, qui répondent à des objectifs de développement durable bien précis, nombreux. Et pourquoi avons-nous souhaité démarrer par ce thème? Eh bien parce que pour AG2R La Mondiale, l'alimentaire est très important. Nous sommes le groupe de protection sociale de tous les métiers de l'alimentaire. Ça, c'est vraiment une chose que nous souhaitons et que nous tenons à rappeler, d'autant que la Fondation AG2R La Mondiale, finalement, est née aussi de la volonté de la fondation du pôle alimentaire, ex-fondation ISICA, et donc c'était important pour le bureau, les membres du bureau et l'équipe, symboliquement, de commencer par là, pour revenir finalement à nos racines. En outre, c'est un sujet d'actualité très relié à l'enjeu climatique. Émilie, si tu veux bien, je vais vous dire un mot des objectifs de développement durable qui sont en eux-mêmes une nouveauté. Disons que c'est à partir de 2015 que les dirigeants du monde entier, réunis au sein de l'Organisation des Nations Unies, ont adopté un programme de développement durable
pour l'horizon 2030. Et dans ce cadre, ils ont défini, à l'issue de très longues années de concertation, 17 objectifs et 169 sous-objectifs de développement durable pour inviter l'ensemble des pays, l'ensemble des acteurs publics, privés et parmi les acteurs privés, aussi bien le secteur lucratif que le secteur non lucratif, quels que soient les pays, eh bien tout le monde, nous sommes tous invités, individus et organisations, à tout faire pour créer de la prospérité, créer de la richesse, créer de la prospérité, mais en protégeant la planète et les humains sur notre planète. Et l'objectif transversal, c'est de mettre fin à la pauvreté. Le sujet est vraiment d'actualité. Mettre fin à la pauvreté suppose de mettre en place des stratégies qui sont multithématiques pour répondre à toute une série de besoins sociaux, l'éducation, la santé, la protection sociale, l'emploi bien sûr, et environnementaux pour lutter contre le changement climatique, pour protéger l'environnement. Et quand on parle d'environnement, on parle de tous les éléments de l'environnement. Alors, il y a en France une association qui s'appelle le Global Compact France, présidée par André Renaudin, notre directeur général, qui est chargé de rassembler 1300 entreprises, principalement d'ailleurs des TPE et des PME, mais auxquelles vous trouvez aussi les 120 entreprises du SBF. Et donc le Global Compact est là pour organiser, animer une réflexion parmi ses membres, pour aider les entreprises à respecter les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies et à organiser des actions, des coalitions très concrètes pour atteindre les objectifs de développement durable. Et du coup, faisons un point sur les objectifs de développement durable reliés au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Quand on évoque l'agriculture, on pense évidemment d'abord à l'objectif de développement durable numéro 2, celui qui vise à l'éradication de la faim dans le monde et par la viabilisation des systèmes de production alimentaire, toujours avec cette idée de mettre en place des pratiques agricoles qui tiennent dans la durée, qui sont résilientes en elles-mêmes, pour elles-mêmes et pour la planète. Mais en fait, comme toujours avec les objectifs de développement durable, ce n'est pas un seul ODD qui est concerné. Il y a des liens avec d'autres objectifs de développement durable. L'ODD numéro 3, qui concerne la bonne santé et le bien-être. L'ODD numéro 12, celui qui a trait à la consommation et à la production responsable. Et on ne peut pas évoquer ces sujets sans parallèlement se poser la question du lien avec la lutte contre le changement climatique, l'ODD 13, et la question de la biodiversité, protection de la biodiversité. Alors nous avons invité 3 associations et une fondation parce que parler des ODD, c'est difficile. C'est difficile et chez AG2R La Mondiale, nous avons pris pour parti d'engager une grande réflexion transverse qui intéresse tous les métiers, portée par les administrateurs, les équipes internes. Et nous nous sommes rendus compte que parler des objectifs de développement durable, c'est souvent très abstrait. Et donc, la Fondation s'est proposée, au travers des actions qu'elle soutient, d'apporter des éléments de compréhension très opérationnels en donnant la parole à ces acteurs de terrain que sont donc Terre de Liens. Alors, nous avons fait un premier choix et nous aurions pu tout à fait proposer à Cocagne et aux épiceries sociales et solidaires de se joindre à nous, mais nous aurons l'occasion de vous donner la parole au cours de l'année, car ce n'est qu'une première émission. Vincent Jeannot, Terre de Liens, Clotilde Bateau, Sol, Arnaud Mispollet, paysan urbain, dans un premier temps. Je vais vous poser 3 grandes questions. 1, quels sont vos constats? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un diagnostic commun? On en est où? La deuxième question que je vous poserai ensuite, c'est comment vous voyez l'avenir? Que devons-nous mettre en œuvre collectivement pour préparer l'avenir et pour aller plus vite sur la marche du progrès? Et la troisième question que je vous poserai, c'est quels sont les nouveaux modèles de l'économie sociale et solidaire, peut-être, mais pas seulement,
quels sont les nouveaux modèles que nous pouvons imaginer, que vous avez déjà commencé à imaginer pour réaliser et atteindre ces objectifs. Alors, je vous demande des réponses relativement courtes pour que tout ça soit rapide et dynamique. Première question, quel constat faites-vous? Je passe la parole d'abord à Vincent Jeannot de Terre de Liens. Donc, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation de la Fondation AG2R qui nous soutient depuis plusieurs années. Donc, merci. Nos constats, nous, à Terre de Liens, si on a créé Terre de Liens, c'est qu'il y a une disparition des terres agricoles assez catastrophique depuis des dizaines d'années. On perd 160 hectares de surface agricole utile chaque jour. Et le sacrifice des paysans. Entre 2000 et, quand je dis sacrifice des paysans, c'est en référence à un bouquin que vous pouvez trouver sur Internet, parce qu'entre 2000 et 2017, un tiers des exploitations agricoles ont disparu. 30% de baisse de la main-d'œuvre agricole. Et la situation, elle continue de se détériorer. Il n'y a pas d'amélioration, bien au contraire. Ensuite, par rapport aux objectifs de développement durable, j'aurais noté 3 autres objectifs. J'ai regardé, c'est notamment sur l'eau propre et l'assainissement, puisqu'on a une pollution des eaux liée à une agriculture, à un modèle agricole qui pollue les eaux. Nous, on travaille par exemple avec les agences de l'eau, l'agence de l'eau Seine-Normandie, avec lesquelles on a acquis des terres pour diminuer les coûts de dépollution. Donc, on voit bien qu'il y a une question d'eau propre et d'assainissement autour de l'eau aussi qui devient un problème crucial. Et puis, un autre problème, un autre objectif de développement durable, là, le 8 sur le travail décent, qui me paraît important de citer là, parce que nous, on pense que le sacrifice des paysans n'est pas inéluctable. Être paysan, paysanne peut être un futur désirable. Et aujourd'hui, il y a une possibilité de créer des emplois, on y reviendra plus tard, dans ce milieu-là, de manière assez importante. Donc le constat aujourd'hui, il est plutôt négatif, c'est-à-dire une disparition des terres agricoles et le sacrifice des paysans, paysannes, sans parler d'une agriculture et d'une agro-industrie qui, pour nous, détruit la planète, les hommes, les femmes et les non-humains qui vivent sur cette planète. J'en reste là juste pour le constat. Merci Vincent. Clotilde Bateau, l'association Sol. Clotilde, quel est votre regard sur la situation? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voulais insister notamment sur l'ODD numéro 2, la question de la production, puisqu'on dit qu'il faut favoriser la production locale, notamment pour éradiquer la faim dans le monde. Et donc, commencer par dire que si on fait un bilan, peut-être à l'échelle européenne, c'est que globalement, on produit trop ou pas assez. C'est-à-dire trop de viande, d'œufs et de produits laitiers, qui sont par ailleurs des productions très impactantes pour le climat et les limites planétaires. Pour vous donner juste un exemple, à l'échelle européenne, on produit 16% de porc par rapport à ce qui est consommé en Europe, alors qu'à l'inverse, et particulièrement en France, on est déficitaire sur la production des fruits et des légumes. Le deuxième constat aussi que je ferai vis-à-vis de cette ODD, c'est que l'agriculture aujourd'hui, elle n'a pas forcément vocation à nourrir les gens. C'est pas forcément la priorité des modèles. Je citerai 3 exemples, notamment l'exemple du soja, qui sert principalement à nourrir les animaux, sachant que ce soja, aujourd'hui, il est à 96% importé, et on sait que ces importations provoquent des dégâts environnementaux massifs. On peut aussi parler des céréales. Il faut savoir que 62% de la production des céréales est destinée à la consommation animale et que 12% sont produits pour favoriser la production d'agrocarburants. Et c'est la même chose, j'avais envie de vous donner cet exemple pour les betteraves sucrières. J'avais envie de vous donner cet exemple parce qu'on en a beaucoup entendu parler des betteraves avec la réintroduction des néonicotinoïdes, ces pesticides extrêmement polluants. Donc, il faut savoir que la production de ces betteraves sucrières, 25% servent également à la production d'éthanol pour donc produire des agrocarburants.
Du coup, il y a un peu une contradiction qui, en plus de tous ces exemples, on favorise des modèles d'agriculture extrêmement exportateurs. Il faut savoir qu'en 10 ans, les exportations de céréales ont plus que doublé, alors que ça génère à la fois une baisse de la souveraineté alimentaire de nos paysans. On a quand même un quart de nos paysans qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, mais c'est aussi une atteinte à la souveraineté alimentaire des pays du Sud qui, eux, en face, à cause de ces exportations massives, ne sont pas en capacité de se nourrir avec leur propre culture. Du coup, c'était important pour moi de le souligner puisque Sol agit aux côtés des paysans à la fois en France, mais aussi dans les pays du Sud, en Inde et au Sénégal. Et donc, tout ça vient en contradiction avec cet ODD numéro 2. Le tout favorisé par les politiques publiques, puisque aujourd'hui, la politique agricole commune, qui est la politique la plus impactante en termes de politique de transition, ne prend pas du tout en compte comment, dans la redistribution de son aide, à quoi servent les productions, si elles servent à nourrir ou à faire autre chose. Et je terminerai par dire que, en plus de ça, cette politique agricole commune favorise la disparition de nos paysans, comme le soulignait Vincent, puisqu'elle favorise l'agrandissement de nos fermes. Et Vincent, je sais, il donne souvent ce chiffre-là. Il faut savoir qu'il y a 80% de ces aides de la politique agricole commune qui vont seulement à 20% des agriculteurs. Donc, ça dit quelque chose du modèle. Et du coup, voilà, et je m'arrête. Merci Clotilde. Arnaud, une dernière parole sur le constat pour passer plus vite maintenant à vos propositions et à vos propositions de modification des modèles. Bonjour à tous pour le soutien de la Fondation. Je vais faire vite. Nous, on partage entièrement donc, le constat qui a été fait par Clotilde et Vincent. Notre constat, c'est également de dire qu'il y a aujourd'hui un gouffre entre les urbains et les ruraux, deux mondes qui, effectivement, ne se connaissent plus et ne se comprennent plus. Donc ça, c'est un des points qu'on essaye de lutter là-dessus, de faire le lien entre les deux. Et puis, on a aussi fait le constat que l'agriculture, c'est un levier formidable et pour créer de l'emploi et pour la reconstruction de personnes qui ont des parcours chaotiques. Et donc voilà, c'est aussi là-dessus qu'on essaye d'œuvrer. Alors, je garde Arnaud et commençons maintenant par réfléchir à l'avenir. Comment on fait pour transformer les choses et préparer l'avenir, d'abord sans tout casser, et aussi en proposant des choses plus durables. Arnaud. Du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire à partir de ces constats qui ont été dressés, c'était de faire de la sensibilisation à l'agriculture durable, à l'environnement, au bien manger. Donc, on essaye de transmettre tout ce qui a été dit, mais pas forcément sur le côté. On essaye de transmettre ces choses-là à travers des ateliers, de remettre la main dans la terre aux urbains, les reconnecter aux vivants et à la terre. Donc, on va intervenir dans des collèges, des lycées, des entreprises. Et ça va être de faire de l'insertion grâce à cette agriculture. Donc proposer des emplois à des personnes qui vont avoir eu des parcours chaotiques, chômage longue durée, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées, jeunes sans qualification, à qui on va proposer de venir travailler. Donc nous, on fait de l'agriculture urbaine, donc on est en ville, on propose à des urbains de venir pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, de travailler à de la production agricole qui est directement vendue aux restaurateurs à proximité, donc circuit court,
essaye d'avoir tout en circuit fermé, de recycler ce qu'on utilise, d'être sur une boucle vertueuse et de montrer qu'on peut, avec un projet d'agriculture, avoir les 3 piliers du développement durable, à savoir un projet économique donc viable, avec la production de produits à forte valeur ajoutée, environnemental, puisqu'on essaye d'avoir un cycle le plus vertueux possible, et social, en créant de l'emploi local et non délocalisable. Qu'est-ce que c'est un circuit court ou une boucle fermée? Ça va être des productions de micro-pousses. Donc, on va acheter des graines à des producteurs européens, donc des graines bio, dans du terreau qu'on aura préalablement recyclé, donc qui sera le compost des récoltes précédentes. De l'eau, donc pareil, une boucle, la réutiliser le plus possible dans la mesure du possible. Et ensuite, aller livrer des restaurateurs proches de nous. Et on a également un lien, enfin des partenariats avec les alchimistes qui récupèrent les biodéchets, les déchets alimentaires des restaurants qu'on va récupérer et recomposter sur notre site pour de même en refaire des intrants qu'on va pouvoir remettre dans le jardin plutôt que de faire appel à des intrants chimiques ou des produits extérieurs. Merci. Et tout ça avec des travailleurs, des personnes qui habitent proches de chez nous et qui recréent de la valeur pour tout le monde et à tous les niveaux. Aujourd'hui, votre projet est toujours expérimental ou est-ce que vous commencez à avoir une surface territoriale importante? Alors aujourd'hui, on est sur Paris et sur Marseille. On a plusieurs partenaires qu'on accompagne, donc qui ne sont pas forcément des paysans urbains, mais qui sont dans les mêmes démarches de production de micro-pousses ou de produits ou d'autres produits en ville avec la notion d'insertion. Donc on a sur Lyon, sur Grenoble, sur Nantes. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui fonctionne. En tout cas, sur Marseille, on a aujourd'hui, entre les équipes de production et les équipes de sensibilisation et d'animation, on a une quinzaine de salariés en insertion. C'est la même chose sur Paris. Au total, c'est plus d'une vingtaine d'emplois créés rien que sur Marseille en 2 ans. Et on compte bien ne pas s'arrêter là et continuer à pouvoir développer ce genre de thématique. Donc c'est un peu même constat que les réseaux Cocagne, qu'on salue aussi s'ils sont là. Genre Cocagne, c'est de dire que on peut recréer de l'emploi et beaucoup d'emplois avec l'agriculture. Et c'est un super outil de reconstruction aussi pour des gens qui ont des parcours de vie compliqués. Super, merci beaucoup. Clotilde. Du coup, l'objectif, nous, chez Sol, c'est de revaloriser le rôle des paysans dans la société et de participer à la satisfaction de leurs besoins essentiels, comme je disais, pas seulement en France. Et donc, on pense qu'une place centrale dans la société, elle doit être donnée aux paysans parce que c'est un métier à la croisée même des besoins sociaux et écologiques. Et donc, du coup, on travaille à la fois à l'échelle macro, en challengeant, par exemple, cette politique agricole commune, qui est une politique impactante, comme je disais, pour favoriser la transition, mais aussi donc à l'échelle locale, au sein de plusieurs territoires, en appuyant des futurs paysans dans le développement de leurs projets d'installation. Et du coup, en France, on s'intéresse à un phénomène particulier qui est pour nous porteur de solutions. Donc, des personnes qui sont non issues du milieu agricole, qu'on appelle les NIMA. On est face à un vrai besoin donc de renouvellement générationnel, comme on le disait, et ces personnes-là, on a de plus en plus qui se présentent. En France, c'est à peu près 14 000 installations par an, dont un tiers à minima sont des personnes non issues du milieu agricole, et ça peut monter parfois jusqu'à 70% selon les zones.
Et ce qui est intéressant, pourquoi pour nous ils sont porteurs de solutions, c'est parce qu'ils sont souvent plus enclins, comme l'a dit Arnaud, à faire du lien entre l'urbain et le rural, entre les producteurs et les consommateurs, et donc de générer un lien très fort avec les citoyens. Et c'est ce mouvement citoyen, pour nous, qu'il est essentiel de développer pour arriver à faire des changements profonds. Donc, j'en parlerai après dans la troisième partie, nous, de ce qu'on fait et de quel modèle on met en œuvre pour développer tout ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on met particulièrement l'accent, nous, sur ce public non issu du milieu agricole qui, pour nous, va être en capacité de renouveler l'agriculture. Alors, attends, j'ai une question. Ce public non issu du milieu agricole, il tient dans la durée? Vous avez un peu de profondeur de champ? Oui. Bah, alors déjà, il faut savoir que là, les études enfin, quand je dis voilà que justement les non issus du milieu agricole sont plus enclins à faire du lien, c'est des études qui ont été faites ces 5 dernières années. Et puis, par ailleurs, c'est pas du tout un phénomène nouveau, hein. On a eu, je dirais, depuis les années 70, hein, des retours massifs en zone rurale, mais on sent, je trouve, depuis ces 5 dernières années, face notamment à l'urgence climatique, qu'il y a un retour de plus en plus important on l'observe au sein des organisations paysannes qui accompagnent ces porteurs de projets, qu'il y a de plus en plus donc, de ce public qui veut s'installer. Et donc, il y a un gros enjeu aujourd'hui sur la question des formations, et c'est ce dont je parlerai dans la troisième partie. Merci. Alors, ce retour à la terre, Vincent, Jeannot, Terre de Liens, je suppose que vous l'accompagnez, non? Tout à fait. Donc nous, depuis, moi ça fait 25-30 ans que je bosse sur ces questions d'accueil et d'accompagnement des non issus du milieu agricole, sur à peu près toute la France. Et Terre de Liens qui est né en 2003, s'est organisé depuis, 20 ans maintenant pratiquement, à travers 19 assos régionales implantées sur tout le territoire métropolitain, même la Corse, j'ai envie de dire, et qui, a pour objet, de travailler avec des collectivités territoriales, avec des, heu notamment sur les questions alimentaires. C'est quelque chose qui revient régulièrement, on y reviendra un petit peu après. Sur la mobilisation citoyenne, parce qu'on a aujourd'hui, on a 40 000 membres à peu près à Terre de Liens, et on pense que laisser l'agriculture dans les seules mains des agriculteurs est une erreur. Et quand on a créé Terre de Liens, et c'était vraiment l'idée de mobiliser des habitants, habitantes, des mangeurs, mangeuses comme vous, comme moi, pour créer une brèche dans la forteresse agricole, je vais le dire comme ça. Et puis le troisième point dont parlait Clotilde, et que tu ramènes, que tu me poses comme question, Delphine, c'est l'installation et la transmission. Parce que l'enjeu du renouvellement des actifs agricoles est vraiment très, très, très important, vital même pour nous et pour la planète. Et il n'est pas seulement agricole, il est économique par la création d'activités, l'emploi, la création d'emplois. Il est social par rapport à la dynamique des territoires ruraux et urbains, j'ai envie de dire. Il est environnemental par rapport à la durabilité des modèles agricoles. Et puis, il est sociétal au niveau alimentaire, avec, pour répondre aux aspirations de plus en plus fortes des citoyens, citoyennes, mangeurs, mangeuses, je disais, et puis des besoins. Et puis, voire sanitaire, il est aussi sanitaire. On voit bien depuis un an le lien entre, et c'est de plus en plus décrié, le lien entre les pandémies et l'écologie, avec donc ce renouvellement des actifs, il est vraiment primordial. Et la difficulté de transmission, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le président, c'est de la MSA qui disait ça il n'y a pas très longtemps, qui disait la difficulté de la transmission, c'est une installation pour 2 ou 3 départs. En fait, quand il y a un départ d'un paysan à la retraite ou d'une paysanne à la retraite, il y a 40 qui va à l'agrandissement, 10 à l'urbanisation et seulement la moitié à l'installation. Et la moitié des agriculteurs actuels, ça veut dire des 430 000 chefs d'exploitation, la moitié va partir à la retraite dans les 10 ou 15 ans. Donc il y a un vrai problème de renouvellement de ces actifs agricoles. Il y a un enjeu mais économique hyper fort à ce niveau-là, et puis un problème de concentration des terres. Clotilde le rappelait sur la PAC, qui continue à aller vers des aides à la surface et non pas des aides à l'actif. C'est quand même une folie. Et puis, du coup, Terre de Liens, nous, on s'intéresse de près à cette dynamique d'installation et de transmission à travers l'accès aux terres, sachant que pour les non issus du milieu agricole, Clotilde le rappelait, qui sont de plus en
les derniers chiffres que j'ai, moi, en 2018, c'est sur les points info installation tenus par les jeunes agriculteurs. Il y a 21 000 accueils, 62% c'est des non issus du milieu agricole. Donc c'est de plus en plus important. Et nous, si on met en place Terre de Liens sur l'accès collectif et solidaire au foncier, c'est pour faciliter l'accès à ces terres pour ces non issus du milieu agricole qui souvent sont vus comme des étrangers, entre guillemets, qui arrivent à la campagne. Et pour ceux et celles qui vivent à la campagne, c'est pas simple de s'inscrire dans un territoire. Moi, je suis un campagnard. Je vois à peu près les codes et les repères qu'il peut y avoir du village ou de la campagne. Et du coup, Terre de Liens vient à travers des groupes locaux, à travers des citoyens, citoyennes engagés sur ces problématiques, des personnes ressources, donner un coup de main et faciliter l'accueil de ces non issus du milieu agricole. Et avec d'autres partenaires, hein, je vais citer juste le réseau Impact, avec Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, qui met en place tout un tas d'outils qui sont aujourd'hui pertinents, efficients, efficaces pour l'installation de ces non issus du milieu agricole, et puis aussi pour accompagner les cédants et les cédantes qui n'ont pas forcément envie de voir leur terre partir à l'agrandissement ou sous le béton. Merci. Je suppose que cette préoccupation de l'avenir, de la transmission qui concernera 50% des chefs d'exploitation intéresse tout le monde, en fait, aujourd'hui. Du coup, les modèles, si je reviens à Arnaud, quels sont les nouveaux modèles ou les modèles à mettre en œuvre ou à inventer que vous avez en tête? Pour revenir à ce qui a été dit précédemment, c'est effectivement de se dire que l'agriculture, ça offre la possibilité de créer des modèles qui sont fortement créateurs d'emplois. C'est fortement créateurs d'emplois qui sont aussi bien dans des zones rurales où il peut y avoir des problématiques d'emploi que dans des zones urbaines où il y en a aussi beaucoup. Et notamment, en plus, on a des possibilités d'emploi qui peuvent être faiblement qualifiés. Donc, je ne dis pas de manière péjorative, mais au contraire, ça permet à beaucoup de gens de pouvoir rentrer sur le sujet et de monter en compétence sur plein de thématiques particulières. Donc, ça, nous, on le voit, les personnes qu'on accueille, qu'on embauche, on peut les former aussi bien sur des métiers après autour du tourisme quand on les fait travailler sur les parties animation, sur de l'alimentaire avec les normes d'hygiène et de sécurité, sur de la logistique quand ils font de la préparation de commandes, ou bien sur de l'agriculture pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est des métiers où on peut rentrer facilement et en même temps qui vont ouvrir plein de portes possibles. Et puis, c'est des métiers qui sont porteurs de sens. Aujourd'hui, comme Vincent et Clotilde le disaient, il y a cette notion de sens, d'envie de sens, et pour le coup, voilà, produire des aliments de qualité pour les mangeurs-mangeuses, comme disait Vincent, j'aimais bien son expression, c'est quand même très très valorisant et c'est plus intéressant que d'autres activités. Donc voilà, nous c'est ça l'objectif, de pouvoir créer de l'emploi, créer des vocations, et puis avec la sensibilisation, renouer juste un peu, redonner un peu, voilà, juste le fait de savoir ce que c'est une carotte, d'où ça vient les légumes, comment c'est produit aux enfants auprès desquels on fait nos interventions, nous là même auprès de nos salariés, pour certains qui n'avaient jamais mangé de fraises en les cueillant directement. Il y en a qui n'avaient jamais mangé de tomates en l'accueillant directement. Donc, bon, on est quand même, il y a quand même une sensibilisation et un lien à recréer qui est quand même urgent et important, parce qu'effectivement, plus les gens seront sensibilisés à ces questions, plus les gens comprendront les enjeux qu'il y a derrière, et plus on a de chances de faire évoluer les choses et de revenir vers un mieux manger. Il y a une prise de conscience des enjeux écologiques en plus. Merci. Clotilde, les modèles. Quel modèle? Alors, du coup, on l'a dit tous les trois, hein, mais ça nous semble effectivement majeur de générer du lien entre agriculteurs et consommateurs. Donc, je dirais que la première chose, c'est effectivement pour générer ce lien-là, c'est
de développer tout un tas d'outils, de sensibilisation, de moments de rencontre. Voilà, donc je voulais quand même vous partager ce matin, et je mets ma vidéo une seconde. Je ne sais pas si ça va marcher, voilà, pour vous montrer une bande dessinée qu'on a créée, voilà, qui parle pas seulement de la France, mais la première partie se déroule en France, qui montre justement le parcours d'installation d'un couple non issu du milieu agricole. Donc ça, voilà, ça c'est pour moi des outils qu'il faut développer de plus en plus, de donner l'accès à des gens qui ne connaissent pas ces thématiques via, voilà, notamment une bande dessinée. Ça nous a semblé être intéressant pour toucher les plus jeunes. Donc, la sensibilisation de tous. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, donc on l'a dit plusieurs fois, hein, tous les trois, il y a ce départ massif à la retraite de nos paysans. Donc, on a un gros enjeu de formation. Et donc, nous, chez Sol, notre objectif, ça a été vraiment justement de travailler avec d'autres. Hein, je vais en parler plus dans le détail. Donc sur un nouveau parcours de compagnons paysans qui est particulièrement soutenu par la Fondation. Donc c'est un parcours qu'on développe depuis 2015 qui permet de faire des formations de terrain aux côtés de paysans. Donc dans cette idée de transmission des savoir-faire du métier par des paysans qui ont à cœur de transmettre leur expérience. Parce qu'on voilà, on croit beaucoup à la transmission par le terrain au contact des pairs. Et donc, ce parcours, on l'a développé d'abord en région centre, puis en ce moment en région Occitanie. Et donc, on a formé 89 futurs paysans et on continue. Hein. Et donc, en région centre, ce parcours, il a permis de former 42 d'entre eux qui, à fin 2020, 20 sont déjà installés et 10 sont encore en cours d'installation. C'est important pour moi de vous dire ça parce que ça montre aussi que ça met du temps pour s'installer, en moyenne entre 3 et 5 ans. Nous, de ce qu'on peut constater des personnes qui sont non issues du milieu agricole, oui, parce que je ne l'ai pas précisé, hein, mais nos 89 futurs paysans sont tous non issus du milieu agricole. Et donc, on continue de le tester en région Occitanie à l'heure actuelle. Et notre objectif ensuite, c'est de le déployer partout où il peut, donc aux côtés des organisations paysannes, hein, et notamment de Terre de Liens. Pourquoi partout? Parce que ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un vrai phénomène au-delà de cette envie des non issus du milieu agricole de s'installer. Ils veulent tous devenir maraîchers. Et donc, l'objectif de ce compagnonnage paysan, c'est de montrer la diversité des différents modèles, la diversité des modèles économiques, la diversité des modèles agricoles et sortir justement de cette surspécialisation sur les territoires et donc de montrer l'importance de se tester avant de s'installer. Et la dernière étape, du coup, c'est de faire reconnaître ce statut de compagnon paysan. Vous avez sûrement entendu parler déjà des compagnons du devoir. Et donc, on travaille notamment avec les compagnons du devoir. On commence à peine pour arriver à faire reconnaître ce statut. Et du coup, je finirai peut-être par dire que sur le terrain, les organisations paysannes, et Vincent pourra en parler encore mieux que moi, elles sont confrontées à peu de moyens et du coup, ça nous force à innover, à s'associer. Et c'est comme ça qu'on a développé, qu'on a fait naître un autre projet qui s'appelle Passerelle Paysanne, qu'on développe notamment avec Terre de Liens. Donc le réseau Reneta, qui est le réseau des espaces tests, le réseau CIVAM, la FADEAR et le réseau des CREFAD. Et donc ce projet il a un objectif commun, c'est de rendre le plus accessible possible et le plus visible possible la diversité des formations qui existent et la diversité des parcours qui existent et de montrer que
le plus important dans une installation, comme je disais, c'est de se tester sur des temps longs, des temps courts, des temps théoriques, sur le terrain. Et donc, on a aujourd'hui, sur ces sujets-là, un gros enjeu de visibilité et un enjeu financier, parce que se former, ça demande des moyens. Et on a eu des réformes ces dernières années qui ont vraiment impacté les budgets disponibles pour les formations, notamment pour financer ce qu'on appelle la phase d'émergence, c'est-à-dire une personne non issue du milieu agricole qui ne connaît pas du tout le métier et encore moins ce milieu et parfois même encore moins qu'est-ce que c'est de vivre en zone rurale. Et donc cette phase d'émergence, elle est aussi hyper importante à valoriser. Et malheureusement, aujourd'hui, on a très, très peu de moyens pour financer ces phases-là. Merci. Et je m'arrête là. Alors, c'est très frustrant parce que nous aurions beaucoup de choses à approfondir avec vous. Je tiens à préciser que dans l'esprit de la Fondation, ce n'est pas parce que nous soutenons de nouveaux modèles ou que nous réfléchissons, que nous soutenons, nous accompagnons l'émergence de nouveaux modèles, que nous tournons le dos au modèle conventionnel et traditionnel. Et nous sommes bien placés pour savoir chez AG2R La Mondiale que, y compris du côté de l'agriculture conventionnelle, les choses bougent, elles bougent vite et depuis en fait plusieurs années. Et donc, je ne vais pas vous redonner la parole sur ce sujet, mais vous êtes amenés à travailler par le biais des SAFER, par le biais des partenariats auxquels tu viens de faire référence, avec l'ensemble des acteurs. Nous ne sommes pas dans des logiques de confrontation frontale. L'idée, c'est vraiment tous les ruisseaux font des grandes rivières, mais il faut du temps pour que les ruisseaux grossissent. Et tu conclus sur la notion de diversité. Chez AG2R La Mondiale et pour la Fondation en particulier, nous sommes là pour aider les plus petits, les modèles un peu divers, qui relèvent de l'intérêt général, qui sortent du marché, pour les aider à exister et à montrer que cette diversité, elle est possible. Voilà, je tenais à insister sur ce point avant de donner la parole pour le mot de la fin à Philippe Mayol, le délégué général de la Fondation Terre Solidaire. Comment vous voyez tout ça, Philippe, ces modèles qui se veulent être fortement créateurs d'emplois, qui veulent générer du lien entre l'agriculture, les agriculteurs, les paysans, les consommateurs, et puis là, nous venons de le dire, qui vise à une agriculture fondée finalement sur les actifs, plus que sur l'accumulation de surface et dans une logique de recherche de diversité. Philippe, peut-être vous pouvez nous donner un mot de la Fondation Terre Solidaire avant de nous présenter une espèce de synthèse ou une ouverture. Bonjour à tous et à toutes. Oui, donc la Fondation Terre Solidaire est une jeune fondation, parce qu'elle a été créée en 2016 par une association qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire, qui est une association de solidarité internationale que vous connaissez peut-être, et qui l'association a souhaité créer la Fondation à la fois pour élargir sa mission sociale vers les enjeux liés à la transition écologique juste et solidaire, et à la fois pour pouvoir développer aussi des partenariats en France pour soutenir le secteur associatif en France qui est engagé dans une logique de transition écologique. Pour répondre à cette lourde responsabilité de grand témoin qui m'a été donnée, c'est vrai que je pense que ce qui est important, c'est justement d'éviter les dualités et les oppositions. Ça veut dire qu'on est vraiment et j'insiste sur ce mot de transition, on parle de transition écologique, le but n'est pas forcément de définir précisément là où on doit aller, mais c'est de comment on construit différents chemins de transition qui peuvent aller du modèle de développement dans lequel nous sommes actuellement, qui a montré ses limites, parce que les crises climatiques, les crises économiques, les crises écologiques, maintenant on voit la crise sanitaire, le scandale de la faim, etc. Tout est articulé, tout est lié. On est c'est le fruit d'un excès, d'un modèle de développement qui a fait ses preuves il y a peut-être après-guerre et qui maintenant atteint ses limites. Et c'est tout l'objectif aussi des ODD, parce que les ODD, rappelez-vous, ça a été la fusion des objectifs millénaires du développement qui visait à réduire
la faim, la pauvreté dans le monde et principalement dans les pays du Sud, avec les objectifs qui ont été définis au moment de la COP21 par rapport pour l'agenda climatique et environnemental. Et c'est tout l'esprit des ODD, si je cite l'Union européenne, c'est d'amener l'ensemble de la population mondiale au-dessus d'un plancher social sans aller au-delà des limites de la planète. Donc c'est là où on voit que tout est articulé, tout est lié, c'est toute cette force des ODD, mais ce qui est aussi important à retenir, et c'est ce qui a été le témoignage des trois intervenants précédents, ça a été de se dire aussi que peut-être une des faiblesses des ODD, c'est qu'elle ne définit pas un modèle de société. Un modèle de société qui va mettre le bien-être. Tout le monde aspire à vivre mieux, tout le monde aspire à bien vivre, quelle que soit son origine géographique, et la quête de sens. Les ODD, finalement, c'est un peu cette saveur qui leur manque au niveau des ODD. Mais c'est à la fois un formidable outil pour donner un cap chiffré qui va être propre à l'action pour d'ici 2030, un agenda universel, un langage commun et un cadre holistique pour avancer. Et donc c'est là où c'est important cette notion de transition pour ne pas mettre en opposition les gens, comme vous citiez Delphine, hein, ne pas opposer les agriculteurs qui sont dans un système qu'on qualifie de conventionnel avec un système qui va être plus écologiquement responsable, mais c'est comment on accompagne tout ce monde-là à évoluer et tout ce monde-là au niveau de la société aussi. On a beaucoup d'opportunités à saisir là dans les prochaines décennies. On a cité, il y a tout l'enjeu des successions-transmissions au niveau des agriculteurs. Hein, 50% des agriculteurs vont partir en retraite sous 10 ans, 60% n'ont pas de repreneurs à l'heure actuelle. Donc il faut le voir aussi comme une opportunité pour faire évoluer le modèle alimentaire et agricole en France. Mais pour ça, ça veut dire aussi de préparer tout ce qui va être de pas simplement considérer l'agriculture comme étant un métier isolé de la société, mais considérer aussi l'agriculture dans la ruralité, dans la société rurale et aussi dans le lien avec les populations urbaines. Et c'est là où c'est tout l'enjeu qui ont été rappelés par exemple par Arnaud et par Clotilde, pour à la fois de refaire du lien entre la ville et la campagne autour de l'agriculture, mais aussi pour redonner du sens et aussi redonner de l'attractivité à ce métier agricole. Et c'est là où les espaces tests agricoles, comme mentionnait Clotilde, sont très importants, mais c'est aussi important, et c'est très peu existant dans notre société actuellement, c'est comment on permet à la jeune génération aussi de redécouvrir ce que c'est que l'agriculture. Enfin, on pourrait imaginer des stages de découverte d'exploitation agricole pour mieux se rendre compte des contraintes des agriculteurs à l'heure actuelle pour ne pas les stigmatiser. On a aussi tout un enjeu parce que quand on dit les différents scénarios, je vous invite à lire par exemple une recherche qui a été faite par un cabinet de recherche qui s'appelle l'IDRI, par un cabinet d'études qui s'appelle l'IDRI, qui a fait tout un scénario qui est une compilation d'études scientifiques au niveau de l'échelle européenne, qui est un scénario qui s'appelle TIFA, 10 Years for Agroecology, qui montre qu'il est entièrement possible de nourrir l'entièreté de la population européenne à l'horizon 2050 par l'agroécologie. Et quand vous étudiez ce type de scénario, c'est intéressant parce que bien sûr, il dit qu'il faut diminuer les protéines animales dans notre consommation, mais ce qui veut dire, si on arrive à ce scénario, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les emplois qui sont liés aux protéines animales, à l'élevage et à l'industrie agroalimentaire. Et donc c'est là où tous les enjeux de transition sont importants pour anticiper, pour préparer aussi l'avenir, de petit à petit amener la société vers un modèle plus écologiquement responsable, d'amener petit à petit la société vers un modèle d'une agriculture et d'une alimentation plus durable, mais aussi en préparant les métiers d'avenir et en aidant aussi les personnes qui sont dans des entreprises qui vont être amenées à revoir leur modèle économique, à pouvoir se réadapter. Donc, c'est pour ça que je pense que tous ces exemples qui ont été mentionnés sont très riches, parce que derrière ce modèle de développement, c'est un projet de société, et derrière on sent une citoyenneté, et c'est pour ça que l'articulation aussi avec les mobilisations citoyennes, avec l'éducation populaire,
avec les actions de sensibilisation sont importantes pour ne pas déconnecter des modèles agricoles et des modèles alimentaires avec les problématiques sociétales, parce que vous le voyez tous, on voit bien qu'on arrive aussi à une rupture générationnelle avec toutes les personnes, tous les jeunes de la génération de moins de 30 ans actuellement, qui posent les questions du sens, que ce soit au sein de l'entreprise, dans leur vie, avec de plus en plus d'acuité. Hein. Je vous fais référence, par exemple, aux mobilisations des marches pour le climat, enfin, toutes les mobilisations de Extinction Rebellion, tous les changements de comportement alimentaire de la jeune génération. Donc, on voit bien que cette question de l'agriculture, de l'alimentation durable ne peut pas être déconnectée d'un projet de société, et ce projet de société doit se construire dans la pluralité, de façon collective, en se basant aussi en s'appuyant sur des processus citoyens, d'où l'importance de soutenir, ce que fait la Fondation AG2R mondiale, de soutenir des associations qui sont l'émanation de cette citoyenneté des territoires. Vraiment, merci beaucoup. Rendez-vous le vendredi 26 mars prochain pour la deuxième émission qui sera consacrée au travail décent. J'espère que ce que nous ont dit nos intervenants vous ont apporté plus de matière, une matière à laquelle vous n'avez pas toujours accès. Et je voudrais, au nom de la Fondation et du Président, remercier très chaleureusement nos 4 intervenants et Philippe Mayol pour sa conclusion, parce que je n'ai pas à revenir sur le contenu de ce que vous venez de dire. Vous remercier infiniment au nom de tous les participants et de la Fondation en général. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 26 mars à 9h pour un format. Merci beaucoup, à très très bientôt, bonne journée et bon courage.